Salut tout le monde! Hey, j'arrive pas à croire que j'ai réussi à poster 2 vidéos à 1 semaine d'intervalle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et je suis vraiment contente et vraiment dommage que je puisse pas le faire aussi souvent que je le veux. Mais bon, pour aujourd'hui, j'ai choisi une histoire incroyable mais vraie qui pourrait possiblement vous sauver la vie si vous aimez le plein air ou même vous dégoûter du camping et du hiking et du trek et tout ce qui touche au plein air en fait. Mais avant ça, je voulais vous remercier de tous vos commentaires et de vous voir plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne. Je voulais aussi vous dire que j'ai un petit compte Instagram où il m'arrive de publier des mini-histoires d'horreur en images et d'annoncer mes nouvelles vidéos du coup. Aussi, ce compte-là me permet de discuter avec vous et d'entendre vos histoires qui sont parfois vraiment ouf. Alors, si ça vous dit de me suivre sur Insta, je serai ravie. Et bien sûr, si vous êtes sur YouTube à la recherche d'histoires incroyables mais vraies, vous êtes bien tombés car c'est pile ce que je fais. Je vous déniche des pépites que je partage, alors n'hésitez pas à liker, partager et me dire ce que vous en pensez en commentaire car ça me permet de me frayer une petite place dans le référencement de YouTube et surtout, et ça je ne vous le répéterai jamais assez, de voir ma petite commu grandir et de voir vos commentaires me permet de savoir que mon contenu plaît et m'encourage à continuer de publier. Maintenant que c'est dit, on embarque pour l'histoire d'aujourd'hui. Moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Carl McCune est un photographe animalier plutôt à succès. Disons qu'il réussit à bien gagner sa vie avec ça. En 1981, alors qu'il avait 34 ans, il a entrepris un voyage photographique en solo dans une région très éloignée du nord de l'Alaska. Pour vous dire, il était à l'intérieur du cercle arctique. Son voyage avait commencé en avril et le 7 août 1981 signait son dernier jour d'isolement dans cette nature sauvage et hostile. Il y a de ça 5 mois, un avion l'avait déposé sur ce lac et il avait installé sa tente sur les rives. Le lac était complètement entouré de forêts et d'énormes montagnes enneigées. Et juste pour vous dire, c'était tellement lointain et isolé que ni le lac ni la vallée n'avaient de nom. Ils avaient juste des coordonnées. Carl était complètement isolé. Pendant 5 mois, il n'a vu ni parlé à aucune personne. Pour vous dire, sur presque 200 km à la ronde, il n'y avait pas âme qui vive. Il était donc en totale autarcie. Du coup, c'était normal qu'il avait hâte de rentrer chez lui. Il scrutait attentivement le ciel, anticipant l'arrivée de l'avion qui devait le ramener chez lui. Et bien qu'aucun avion n'apparaissait à l'horizon, il n'était pas inquiet parce qu'en discutant avec son copain Rory, qui était le pilote qui l'avait déposé, il avait bien convenu d'un jour de retour, mais pas d'une heure précise. Du coup, il se disait que c'était normal et que l'avion allait bien arriver d'un instant à l'autre. Pour tuer le temps, Carl a fait le tour de son campement et a continué à emballer ses affaires. Et en ce faisant, il s'est rappelé que l'avion de son ami était plutôt petit et qu'il pourrait manquer de place pour embarquer tout son stock. Donc, il s'est dit que vu qu'il n'aurait plus besoin de toutes ses munitions, il pourrait s'en débarrasser. Du coup, il s'est mis à acheter les caisses de munitions dans le lac pour être prêt à embarquer dans l'avion dès qu'il arrivera. Il était sur le point de jeter sa dernière boîte quand il a entendu le hurlement d'un loup venant de l'autre côté du lac. Ce son l'a fait se raviser. C'est vrai qu'après tout, il serait plus prudent de garder un petit moyen de défense en attendant l'arrivée de son lift. À ce moment-là, une brise glaciale s'est levée et a obligé Carl à s'emmitoufler dans son parka. Carl s'était un petit peu habitué à ce temps glacial. Après tout, un été dans le cercle arctique n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un été chaud.
Et même si Karl avait adoré son expérience plutôt extrême, il était plus qu'excité de pouvoir enfin retourner à la civilisation et au confort de sa maison à Anchorage en Alaska. Il avait hâte de revoir ses amis et de prendre des nouvelles de son père. En aspirant à son retour à Anchorage, il a marché le long du rivage jusqu'à un endroit où il avait installé un filet pour pêcher du poisson. Arrivé à son niveau, il était ravi de voir qu'il avait attrapé 2 truites. Il était content parce que son dîner était au moins assuré pour aujourd'hui. Karl est retourné à son campement avec ses prises, les a faites cuire et alors qu'il les mangeait, il n'avait pas cessé de scruter le ciel et de tendre l'oreille en espérant entendre un avion approcher. Ensuite, Karl a décrit dans son journal son dernier jour au camp, avant de finir d'emballer toutes ses affaires et de les apporter à la ligne de flottaison pour pouvoir directement les embarquer. Puis, il s'est lui-même assis sur son coffre au bord de l'eau, en attendant encore son ami. Maintenant, on était en milieu d'après-midi et il n'y avait toujours aucune trace d'un quelconque avion. Mais Karl n'était pas encore inquiet. Il était toujours assis au même endroit au bord du lac à admirer le paysage qui s'offrait à lui. C'était probablement la dernière fois qu'il verrait cette splendeur, donc autant en profiter au maximum. Il se félicitait intérieurement de son voyage photographique. Il avait tourné 500 rouleaux de film et savait que ça allait lui rapporter pas mal d'argent. Il espérait pouvoir refaire un autre voyage l'année prochaine. Mais les lueurs du soleil qui commençaient à décliner l'ont sorti de ses rêveries. Pour la première fois depuis le début de la journée, Karl s'inquiétait. Il faut dire qu'au cercle arctique alaskien, en été, les journées sont longues et le soleil brille 20 heures par jour. Donc, lorsque Karl a vu le soleil se coucher, il savait qu'il devait être près de minuit, ce qui signifiait que son ami Rory, qui était censé venir le chercher, avait officiellement manqué la date du ramassage. Et Karl n'avait aucun moyen de le contacter. À mesure que le ciel s'assombrissait, sans avion en vue, Karl devenait de plus en plus anxieux. Et au bout d'un moment, il a dû se résigner à réinstaller sa tente et à s'y glisser pour la nuit. Il s'était endormi en espérant voir son ami le lendemain. Justement, le lendemain, il s'est levé tôt et comme la veille, il a emballé ses affaires et a attendu son ami sur les rives du lac pendant toute la journée. Mais en vain. Karl a essayé de se convaincre que peut-être il y a eu confusion sur les dates ou que quelque chose a dû retarder son ami, mais que celui-ci finira par arriver. Et à la fin de cette deuxième journée d'attente infructueuse, un souvenir a popé dans la tête de Karl. Un souvenir qui lui a donné des nausées. 6 mois plus tôt, lorsqu'il avait discuté avec Rory des plans de dépôt et de ramassage dans cette vallée, ils avaient tous les deux beaucoup bu. C'est-à-dire qu'ils étaient chill au bar à se descendre des bières et à rigoler quand Karl a demandé à Rory s'il pouvait venir le chercher le 7 août. Évidemment, Rory a dit qu'il pouvait probablement le faire, mais qu'il devait vérifier son emploi du temps d'abord avant de s'engager à 100%. Vous pensez bien que lorsqu'une personne fait des promesses sous alcool et qu'elle vous a rien confirmé le lendemain, il y a fort à parier qu'elle va tout oublier. En plus, Karl, dans son euphorie de préparation de son voyage, a oublié de confirmer lui-même avec Rory sa disponibilité ou du moins de lui rappeler ses plans de ramassage. Vous l'aurez compris, à la fin de la journée du 8 août, Karl s'était rendu compte que Rory n'était ni en retard ni confus à propos de la date de ramassage. En fait, Rory n'allait tout simplement pas venir puisqu'il n'était techniquement pas au courant qu'il devait venir chercher son ami. Le pire, c'est que Karl savait qu'il n'y avait aucune chance qu'un autre avion passe par là. Il faut dire que pendant les 5 mois qu'il avait passé là, il avait littéralement vu 0 avion dans le ciel. Sa meilleure chance était donc que son père ou que l'un de ses amis se rende compte de son absence et le signale aux autorités. Mais là aussi, il avait un petit peu merdé en beauté. Je vous explique. Karl voyageait constamment et n'avait presque jamais dit à ses proches où il allait ni quand il serait de retour. Et lors de son dernier voyage, Karl avait manqué sa date de retour et son père s'était inquiété pour lui et avait appelé la police. Sauf que lorsque Karl, à son retour, a réalisé ce que son père avait fait, il lui a dit de ne plus jamais contacter les autorités s'il ne revenait pas à temps, que ça lui arrivait de revenir en retard et qu'il irait toujours bien. Bref, tout ça pour vous dire que Karl, à date, a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire lorsqu'on voyage en solo et qu'en vue de la présentation des événements, il allait tout seul faire face à l'hiver infernal du cercle arctique avec des réserves en nourriture limitées
et une seule boîte de munitions pour se défendre au besoin. Vers la fin du mois d'août, après avoir passé quelques semaines coincé dans cet endroit maintenant de plus en plus hostile, Carl avait pleinement accepté que Rory n'allait pas venir le récupérer et tentait tant bien que mal de ne pas faire une fixette sur son erreur, mais plutôt d'essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Et en gros, 2 choix, et seulement 2, s'offraient à lui. C'était soit qu'il restait sur place et espérait juste être miraculeusement sauvé. En attendant, il connaissait bien la zone et savait comment avoir de la nourriture et du bois de chauffage. Cette option, bien sûr, lui permettrait juste de survivre, mais aucunement d'être sauvé. L'autre option était de tout remballer et de faire un trek de 120 km jusqu'à la ville la plus proche, qui est Fort Yukon. Cette deuxième option pourrait clairement le sauver, mais il y aurait quand même un grand risque pour lui de mourir, puisque son trek se ferait sur un terrain sauvage et jamais balisé. Donc il pourrait facilement se perdre, finir au fond d'un ravin, ou servir de repas aux hordes de loups qui l'attendaient calmement. Sans parler de la nourriture qui, dans ce trek-là, la retrouver va être beaucoup moins évident. En gros, Carl se rendait tranquillement compte que ces 2 choix étaient aussi mauvais l'un que l'autre, mais il manquait cruellement de temps pour réfléchir pleinement puisque l'hiver commençait déjà à s'installer et s'il voulait tenter le trek jusqu'à Yukon, il devait l'entamer le plus tôt possible pour gagner du terrain autant qu'il peut sur l'hiver. En gros, si l'hiver s'installe, il ne pourra plus partir car ça serait du pur suicide. Alors qu'il était en train de réfléchir à ces 2 options horribles, Carl est allé checker l'un de ses pièges à lapins et il était extasié de voir que son piège était efficace. Il a alors ramené sa prise au campement et l'a fait cuire pour le dîner. Alors qu'il était assis à manger, il s'est dit qu'au final, même s'il réussissait à avoir de la nourriture pour l'instant, ça lui permettait juste de survivre quelques jours. Il essayait de se rassurer comme il pouvait, mais il savait que rester n'était pas réellement une option. Car oui, il pourrait se nourrir et ne pas mourir de faim, mais il serait une proie plus que facile pour les nombreux prédateurs que l'hiver affamera. Surtout qu'il n'a plus qu'une seule boîte de munitions. Juste à ce moment-là, Carl a entendu le son le plus mélodieux à ses oreilles, le grognement lointain d'un moteur d'avion. Au début, il pensait halluciner. Après tout, il n'avait pas vu d'avion depuis son arrivée. Mais quand il a levé les yeux au ciel, il a rapidement spoté quelque chose qui volait directement vers lui. Carl a alors rapidement couru dans sa tente et a attrapé le truc le plus coloré qu'il pouvait trouver et c'était son sac de couchage qui était orange vif. Ensuite, euphorique et anxieux, il a couru vers l'extérieur, au bord du lac. Et il a commencé à agiter son sac de couchage de droite à gauche et aussi haut qu'il le pouvait pour attirer l'attention du pilote. En ce faisant, Carl a réussi à noter que l'avion appartenait à l'Alaska State Troopers et il a donc compris que ses amis ont dû finir par signaler sa disparition. À cet instant, il était extasié d'être recherché par la police. Après tout, il allait enfin quitter cet enfer. L'avion semblait avoir vu les signaux de Carl, puisqu'il était passé directement au-dessus de lui. Le pilote volait tellement bas qu'il avait pu avoir un contact visuel direct avec Carl. De son côté, Carl pouvait clairement voir le pilote le regarder en retour. Maintenant, il était sûr que le pilote l'avait bien vu. Et le pauvre était tellement content qu'avec la main qui tenait le sac de couchage, il a jeté son poing en l'air tout en sautant à pieds joints dans l'air. Il n'arrivait pas à réaliser qu'il était enfin sauvé. Le pilote allait sûrement atterrir et le ramener chez lui. Avec un grand sourire béat, Carl a regardé cet avion faire un grand demi-tour, puis faire un autre passage au-dessus de son camp. Un passage étrangement bas et lent, soit dit en passant. Mais Carl a pensé que le pilote cherchait juste un endroit où atterrir. Du coup, il s'est précipité vers son campement et a commencé à tout remballer. Mais lorsqu'il a de nouveau regardé vers le ciel, vers cet avion censé venir le sauver, il a été horrifié de voir que maintenant celui-ci s'éloignait de lui. Il n'avait pas du tout atterri, mais il repartait d'où il venait. Pour le reste de la journée, Carl n'a fait que scruter l'horizon en espérant voir réapparaître cet avion. Cette nuit-là, il était tellement secoué par les événements de la journée qu'il n'avait pas réussi à dormir. Et en fait, il comprenait pas ce qui s'était passé. Il ne comprenait pas pourquoi le pilote n'a pas atterri alors qu'il l'avait bien vu. Au bout d'un certain moment à ruminer tous les événements, il s'est dit que peut-être que le terrain était trop accidenté pour permettre un atterrissage et que les secours allaient revenir possiblement avec un hydravion pour atterrir directement sur le lac.
Même si cette supposition le rassurait un peu, pendant des semaines, Karl n'arrivait toujours pas à s'endormir. Alors, un soir, complètement exténué par cette appréhension, il s'est redressé dans sa tente, a allumé sa lampe de poche et a commencé à chercher un truc à lire pour essayer de se détendre et de s'occuper l'esprit. Karl avait ramené un petit stock de livres et de magazines avec lui, mais vu le temps qu'il avait passé seul, il avait déjà tout lu au moins une dizaine de fois. Du coup, son regard cherchait désespérément quelque chose de nouveau à lire, n'importe quoi. Et c'est là que son regard s'est posé sur son permis de chasse. C'était littéralement le seul truc qu'il n'avait jamais réellement lu. Après tout, ce n'était pas très passionnant à lire, c'était juste un petit certificat en papier avec quelques règles et règlements et des conseils de sécurité sur la chasse. Mais vu qu'il n'avait pas d'autre choix, Karl s'est mis à lire le recto. Arrivé au bout de la page, il l'a retourné pour lire le verso. Et c'est là qu'il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Il était tellement horrifié que son sang bourdonnait littéralement dans ses oreilles. Il avait beau lire et relire ce qu'il avait devant les yeux, ça ne changeait rien au sens de la phrase. Complètement sous le choc, il venait soudainement et violemment de comprendre pourquoi ce pilote l'avait abandonné sans jamais revenir. Karl était resté près de son camp dans l'espoir de le voir réapparaître, mais ça ne s'est jamais produit. À la différence que maintenant qu'il sait avec certitude que l'avion ne reviendrait pas, il était trop tard pour lui pour tenter son trek vers Fort Yukon. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester sur place. Mais à ce stade, l'hiver était déjà bien installé et le lac avait complètement gelé. Donc il ne pouvait plus pêcher et ses pièges étaient tous vides parce que tous les loups et les renards lui volaient ses prises avant qu'il ne puisse lui-même les récupérer. Arrivé en octobre, Karl était livré à lui-même, presque sans nourriture, depuis maintenant 3 mois. Il était sévèrement amaigri. Et en novembre, il était rendu affamé. Le jour de Thanksgiving, donc le 26 novembre 1982, Karl s'est couché dans sa tente et a fait une entrée dans le journal. Il n'y aurait pas de dinde pour lui cette année. En fait, il n'y aurait pas de nourriture du tout pour lui. Toutes ses réserves de nourriture étaient épuisées. Et l'hiver arctique était tellement rude qu'il avait des engelures sur ses doigts et ses orteils. Karl était tout le temps malade et avait constamment des frissons. Et comme si ça ne suffisait pas, il devait regarder son feu de camp mourir lentement en sachant pertinemment qu'il n'avait plus de boîte de chauffage pour l'alimenter. Karl a alors écrit une dernière phrase dans son journal. Il a écrit « Ils disent que ça ne fait pas mal ». Ensuite, il a refermé son journal et l'a mis au sol à côté de ses rouleaux de fil. Il a pris une grande inspiration remplie de désespoir, puis s'est saisi de son fusil. Il l'a lentement chargé et s'est ôté la vie tout seul dans sa tente engloutie par le froid et la neige. Trois mois plus tard, soit le 2 février 1982, des agents de l'Alaska State Trooper ont retrouvé le corps de Karl dans sa tente. Il avait retrouvé son journal dans lequel il avait détaillé tout ce que je viens de vous raconter. Le journal de Karl était en fait une centaine de feuilles volantes. Dans ses premières pages, on lisait des lettres en bloc, bien soignées, enregistrant les merveilles d'un été naissant. Mais vers la fin, 8 mois et demi plus tard, on y voyait le gribouillage d'une âme abandonnée, paralysée par les engelures et traquant les proies à moitié dévorées laissées par les renards, jusqu'au moment où il met fin à ses jours avec comme dernier mot « Ils disent que ça ne fait pas mal ». Karl était victime de sa très mauvaise préparation. Et à cause de ça, il est mort dans un camp sauvage, près d'un lac sans nom, dans une vallée anonyme à 362 km au nord-ouest de Fairbanks. Ce qui avait réellement scellé son destin, c'était le coup de poing dans l'air qu'il avait fait en étant excité de voir un avion venir le chercher. Et c'est ce qu'il avait lui-même compris, bien que tard, en lisant attentivement son permis de chasse. Puisque dans ce permis, justement, il y avait mention de plusieurs signaux universels pour communiquer avec les secours et surtout avec les agents de l'Alaska State Troopers. Et un seul point dans les airs signifiait littéralement « n'attendez pas, tout est OK ». Donc, lorsque le pilote de l'Alaska State Trooper avait survolé le camp de Karl à la fin août, il avait clairement vu Karl, mais il a aussi vu Karl lever son poing dans les airs et il a donc pensé qu'il allait bien. Du coup, il est juste reparti et n'a pas attendu. Si Karl avait juste pris le temps de lire son permis de chasse un peu plus tôt,
Il aurait su qu'il devrait lever ses 2 mains dans les airs pour signifier au pilote qu'il voulait embarquer avec lui. Cette histoire est plus courte que ce que j'ai l'habitude de vous proposer, mais je la trouve pas moins flippante. D'un côté, ça montre l'importance de bien lire les documentations données par les parcs nationaux. Pour en avoir fait quelques-uns, je dois avouer qu'il est vraiment important d'être bien informé et de se conformer aux règles, car même dans des conditions moins hostiles, lorsqu'on est en pleine nature, une petite escapade peut rapidement virer au cauchemar. D'un autre côté, je suis triste pour Carl, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que soit il a tout fait pour en arriver là, soit que toutes les chances se sont liguées contre lui pour sceller son destin fatal. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant vous savez tout ce qu'il ne faut pas faire si vous décidez de randonner. Sur ce, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes toujours en vacances. Sinon, je vous souhaite une belle journée, soirée ou même nuit, dépendamment de quand est-ce que vous m'écoutez. Et une très bonne année si je ne publie pas d'autres vidéos d'ici le nouvel an. Comme d'habitude, amusez-vous bien, profitez de la vie à max et surtout, restez safe. Ciao!